Mon fils s'est réveillé de son coma après 2 ans et a murmuré « Papa, j'y ai vu qui m'a fait ça. Monsieur, nous vous appelons du CHU. Votre fils s'est réveillé de son coma. Il faut que vous veniez le plus vite possible. » Je me suis précipité à l'hôpital. Quand je suis arrivé, ma mère était déjà au chevet de mon fils. Dieu merci, il était réveillé. Il m'a pris à part et a murmuré « Papa, je me souviens de ce qui s'est passé ce jour-là. Je m'appelle Thomas Laurent, j'y ai 42 ans, je suis architecte urbaniste à Bordeaux, et j'y ai toujours été le genre des hommes qui préfèrent résoudre les problèmes plutôt que d'en parler. Non pas parce que je suis froid, mais parce que j'y ai appris très tôt que lorsque le problème est grave, faire trop de bruit est généralement plus le coupable que la solution. Mon fils Hugo avait 10 ans quand tout a basculé. C'était son anniversaire. Une petite fête simple à la maison, des ballons accrochés au plafond, un gâteau au chocolat de la boulangerie, des chapeaux en papier, des enfants qui couraient du salon au couloir, des épées en plastique, une cape de super-héros, ce genre de joyeux désordre qui fait qu'une maison se sent vivante. Mais il y avait une règle stricte qui ne changeait jamais, pas des arachides, pas de noix, pas des amandes. Hugo souffrait d'une allergie sévère. Ce n'était pas une exagération, ce n'était pas un caprice, et ce n'était pas juste une petite intolérance, c'était un risque mortel. Toute la famille le savait. Ma femme Camille le savait, je le savais, ma mère le savait, ma sœur le savait, tout le monde. Cet après-midi-là, le salon était bondé, la musique jouait doucement, les conversations se croisaient et les gens allaient et venaient par la porte-fenêtre de la cuisine. J'y étais au téléphone avec un client tout en disposant des verres sur la table. Camille vérifiait le buffet pour la énième fois, comme elle le faisait toujours. Hugo était heureux, insouciant, jouant avec ses copains comme si le monde entier tenait dans notre salon. À 15h17, j'y ai entendu le mauvais type de silence. Ce n'était pas un cri, c'était pire. C'était ce vide soudain qu'un parent reconnaît avant même d'avoir le temps de réfléchir. J'y ai jeté un coup d'œil dans le couloir et j'y ai senti mon corps se figer pendant une fraction de seconde. Puis, j'y ai couru. Quand j'y ai ouvert la porte de sa chambre, j'y ai trouvé mon fils sur le sol, les lèvres enflées, la peau livide, son corps en train de lâcher. Dans ces moments-là, le monde ne ralentit pas, il est rétréci. Je n'ai pas pensé au destin, je n'ai pas pensé à l'injustice, je n'ai pas pensé à Dieu, je n'ai pensé que à la seconde suivante. Je me suis agenouillé et j'y ai appelé son nom. Je l'ai doucement allongé, j'y ai sorti mon téléphone d'une main tremblante et j'y ai composé le 15 pour appeler le SAMU, en essayant de garder une voix stable. Camille est arrivée derrière moi, paniquée. Toute la maison a basculé dans l'angoisse. Dans l'ambulance, mon fils paraissait trop petit sur le brancard. Trop petit pour un tel danger. Trop petit pour tout ça. Aux urgences, le médecin réanimateur a été direct, choc anaphylactique. La réaction avait été foudroyante. Je l'ai regardé, confus, en lui disant qu'il n'avait rien mangé qui n'ait été contrôlé. Le médecin a pris une grande inspiration avant de répondre, alors, quelqu'un a failli au contrôle. Cette phrase est restée gravée en moi. Quelqu'un a failli au contrôle. Cette même nuit, mon fils a sombré dans le coma, et je suis entré dans une autre vie. Les jours ont perdu leur forme. Je me levais tôt, je travaillais juste assez pour maintenir le cabinet à flot et payer le crédit de la maison, je réglais les factures, les assurances, la paperasse, les médicaments, la routine, et je retournais à l'hôpital tous les jours. Camille s'est effondrée d'une manière plus silencieuse que les gens ne l'imaginent. Il y a des femmes qui hurlent quand elles se brisent. Il y a des femmes qui deviennent hyperfonctionnelles. Elle est devenue la seconde. Moi, je ne me suis pas effondré à l'extérieur. J'y ai tout porté, la maison, le travail, l'hôpital, la famille, ce genre de poids qui endurcit un homme à l'extérieur tout en le rongeant de l'intérieur. Ma mère, Isabelle, répétait souvent, il faut garder espoir. Ma sœur, Chloé, elle n'était presque jamais là. Selon ma mère, elle n'allait pas bien. Elle traversait une mauvaise passe. Des problèmes personnels, de vieilles frustrations, ce genre de discours flou que les familles utilisent quand elles veulent justifier un comportement étrange sans avoir à affronter ce qu'il signifie vraiment. Sur le moment, je l'ai accepté. Ce fut ma première erreur. J'y ai interprété son absence comme de la souffrance. Alors que c'était peut-être déjà autre chose. Les médecins parlaient avec prudence. Des mois ont passé, puis 1 an, puis 2. 2 ans à voir mon fils allongé dans un lit de réanimation.
2 ans à lui parler comme si, à tout moment, il allait ouvrir les yeux. Quand tu reviendras, je t'emmènerai faire du vélo sur les quais de la Garonne. Quand tu reviendras, on finira cette maquette. Quand tu reviendras, je t'achèterai ce grand VTT. Je disais ces choses d'une voix calme, comme si ma fermeté pouvait combler le vide là où la médecine n'avait toujours pas de réponse. Mais la vérité, c'est qu'il y a une humiliation silencieuse dans l'impuissance d'un père. Vous voulez prendre la place de votre fils, et vous ne pouvez pas. Vous voulez arracher la douleur avec vos propres mains, et vous ne pouvez pas. Vous voulez remonter le temps de 10 minutes, des 1 minute, des 1 seconde, et vous ne pouvez pas. Alors vous faites la seule chose qu'il vous reste. Veiller, attendre, promettre. Pendant 2 ans, j'y ai qualifié de tragédie ce qui, peut-être, avait toujours été une agression. Mon fils ne s'est pas réveillé seul. La vérité s'est réveillée avec lui. Hugo a ouvert les yeux un mardi gris. Quand l'hôpital m'a appelé, je ne me souviens même pas du trajet en voiture. Je me souviens seulement de cette sensation d'aller beaucoup trop vite et, en même temps, d'arriver trop tard, comme si 2 années entières de retard avaient décidé de s'abattre sur moi. Quand je suis entré dans la chambre, ma mère était déjà là, lui tenant la main. Mon Dieu, merci, a-t-elle dit, les yeux pleins de larmes. Dès que je l'ai su, j'y ai foncé ici. Hugo était maigre, pâle, si faible, mais vivant. Il a fallu 1 seconde à ses yeux pour me reconnaître, comme si je revenais de très loin. J'y ai touché son visage avec précaution, me retenant de toutes mes forces pour ne pas m'effondrer devant lui. Je suis là, mon grand. Il a essayé de parler. Sa gorge a lâché. Il s'est humidifié les lèvres, a pris une courte inspiration. Puis, il a serré mon poignet avec le peu de force qui lui restait. Papa. Il a fermé les yeux un instant, comme si ramener ce souvenir faisait plus mal que n'importe quelle aiguille. Je me souviens de ce jour-là. À cet instant, quelque chose s'est retourné en moi. Jusque-là, son réveil était un miracle. À cette seconde précise, c'est devenu un témoignage. Je me suis penché. Tu te souviens de quoi? Il y avait quelqu'un dans ma chambre. Tout mon corps s'est tendu, mais mon visage est resté impassible. Qui? Une femme. Tu as vu son visage? Non. Alors, que est-ce que tu as vu? Hugo a porté sa main à son cou. Quelque chose de doré, ici. En forme de goutte. Je suis resté silencieux. De l'autre côté du lit, ma mère était silencieuse aussi. Et cela m'a frappé, car les gens surpris posent généralement des questions. Elle n'a rien demandé, elle a juste baissé les yeux. Sur le moment, je n'ai rien dit, j'y ai gardé ça pour moi. Ce jour-là, les médecins ont demandé de rester calme. Ils ont dit que la mémoire pouvait revenir par fragments, que forcer les souvenirs serait une erreur. J'y ai hoché la tête en apparence. À l'intérieur, je savais déjà que je ne pouvais plus traiter cela comme une simple convalescence. Le lendemain, j'y suis retourné tôt avec des crayons, du papier et un carnet de croquis. Hugo a toujours mieux dessiné qu'il ne parlait. Depuis tout petit, quand quelque chose le touchait profondément, ça sortait des abords par sa main. Je me suis assis à côté de lui. Prends ton temps, dessine juste ce qui te vient. Il a fixé la page blanche pendant quelques secondes, comme s'il pêchait quelque chose au fond de l'eau. Puis il a commencé, d'abord une porte, puis une assiette, puis une main, et enfin, en haut de la page, un petit pendentif doré en forme de goutte d'eau. J'y ai senti ma gorge se serrer, mais j'y ai gardé une voix stable. Elle portait ça. Il a hoché la tête. Elle m'a donné un morceau de biscuit. Ma poitrine s'est durcie. Tu l'as mangé? Il a dit que oui, juste un tout petit bout. J'y ai lentement fermé mon poing sur ma jambe. Ce n'était plus un vague soupçon. Il y avait une intention, une tromperie, un abus de confiance, une proximité suffisante pour convaincre un enfant de baisser sa garde. Est-ce que tu connaissais cette femme? Hugo a froncé les sourcils. Je crois. Comment ça, tu crois? Elle parlait comme si elle était de la famille. Cette phrase n'a pas quitté ma tête de la journée. Comme si elle était de la famille. Je suis rentré à la maison et je suis allé dans le cellier où Camille avait rangé les cartons de la fête des anniversaires. Je suis resté là quelques minutes à les regarder sans les toucher. 2 ans sans les ouvrir, 2 ans à éviter ces images parce qu'aucun parent ne veut revoir image par image le jour où il a échoué à protéger son enfant. Mais la vérité a un prix,
et parfois se prie et de regarder exactement à l'endroit qu'elles ont fuyé par lâcheté. J'y ai ouvert la première boîte. Des photos imprimées, des souvenirs, un chapeau en papier froissé, des serviettes à l'effigie de super-héros. Toutes ces choses qu'elles en gardent en pensant qu'un jour ça fera moins mal. Ça ne faisait pas moins mal, c'était une torture, mais ça a servi son but. J'y ai commencé par les photos, une par une. Des gens souriants, des enfants qui courent, le gâteau sur la table, mon fils encore en pleine santé le jour de son anniversaire. J'y ai continué jusqu'à trouver une photo prise près du couloir menant aux chambres. Ce n'était pas très net, mais en arrière-plan, flou, il y avait un reflet sur le coude et une femme. J'y ai zoomé sur un pendentif en or, une délicate goutte d'eau. Chloé. Ma sœur. Le problème, c'est qu'officiellement, Chloé n'était pas venue à la fête. À l'époque, ma mère elle avait expliqué avec une désinvolture excessive. Elle n'est pas venue. Elle traverse une mauvaise passe. J'y avais accepté. Sur le moment, l'explication semblait plausible. Aujourd'hui, je comprends qu'un homme distrait a tendance à qualifier de plausible tout ce qui lui évite d'affronter un conflit au sein de sa propre famille. J'y ai continué à chercher. La même chose dans les vidéos. J'y ai coupé des extraits, fait des arrêts sur image, avancé image par image. Dans un enregistrement pris depuis la cuisine, à 15h10, une femme passe par la porte-fenêtre. On ne voit pas son visage en entier, seulement son profil, ses cheveux tirés en arrière, et le reflet doré sur son cou. C'était elle. Ma sœur était là. Ma sœur a menti, ou pire, quelqu'un a menti pour elle. Je me suis assis dans le salon plongé dans l'obscurité, mon téléphone à la main, et je suis resté immobile pendant de longues minutes. La culpabilité m'a frappé d'une manière différente à cet instant, non seulement pour ce qu'ils avaient fait à Hugo, mais pour l'ampleur de mon aveuglement. J'y ai passé 2 ans à appeler tragédie ce qui, peut-être, avait toujours été une tentative de meurtre. J'y ai passé 2 ans à essayer de maintenir la maison debout, à payer les factures, à soutenir ma femme et à visiter mon fils, pendant que la vérité circulait peut-être autour de moi avec un visage familier, un nom de famille connu, des souvenirs des enfances et un accès libre à ma porte d'entrée. Aucun homme n'accepte facilement une telle chose, car découvrir la vérité signifie parfois aussi découvrir l'étendue de sa propre défaillance. Et alors que j'y essayais encore de décider si c'était une coïncidence, de la paranoïa ou le délire des pères traumatisés, j'y ai réalisé autre chose. Depuis que Hugo s'était réveillé, ma mère n'avait pas demandé comment il se sentait. Elle avait demandé ce dont il se souvenait. Ça a l'air pareil, mais ça ne l'est pas. Quelqu'un qui veut protéger la victime essaie de comprendre sa douleur. Quelqu'un qui veut protéger le coupable veut évaluer le danger. C'est à ce moment-là que j'y ai arrêté d'attendre que les réponses viennent d'elles-mêmes et que j'y ai commencé à vraiment observer. Quand j'y ai cessé d'être seulement un père blessé pour devenir un homme sur ses gardes. Après ce jour, je n'ai confronté personne, ni ma mère, ni Chloé, ni Camille, non pas par manque de courage, mais parce que le courage sans contrôle est un avertissement. Et je soupçonnais déjà que si quelqu'un de la famille était impliqué, la pire erreur que je pouvais faire était de montrer trop tôt que j'y avais commencé à comprendre. J'y ai donc fait ce que fait un homme lorsqu'il découvre qu'une menace est trop proche pour être affrontée de manière impulsive, j'y ai observé. J'y ai commencé à arriver à l'hôpital à des heures imprévisibles. J'y ai fait attention à qui venait sans raison, qui évitait certains sujets, qui posait peu de questions sur la guérison et trop sur la mémoire, qui pleurait devant les autres et séchait ses larmes bien trop vite quand il pensait que personne ne regardait. Ma mère a été la première à vraiment m'alerter. Elle arrivait trop tôt, partait trop vite, toujours avec une excuse toute prête. Je ne voulais pas les déranger. Je suis juste venu prier un moment. Je passe en coup de vent. Tout cela sonnait trop désinvolte pour une femme qui avait failli perdre son petit-fils. Un ton trop léger, un timing trop précis. Et il y avait autre chose. Elle ne demandait jamais comment va-t-il? Elle demandait autre chose. Encore une fois, ça ressemble à un détail, mais ce n'en était pas un. Un après-midi, pendant que Hugo dormait, elle est entrée dans la chambre et a demandé, sans vraiment me regarder, est-il toujours confus? À propos de quoi, ai-je demandé? Elle a réajusté l'anse de son sac à main sur son épaule. À propos des souvenirs, ce genre de choses. Je l'ai fixé. Pourquoi cette urgence? Elle a trébuché une seconde. Ce n'est pas de l'urgence, Thomas, c'est de l'inquiétude. J'y ai hoché la tête comme si je la croyais. Je ne la croyais pas,
car la véritable inquiétude tremble différemment. La peur qu'elle dégageait ne ressemblait pas à la peur de ce que Hugo avait subi. Cela ressemblait à la peur de ce qu'il pourrait encore dire. Le soupçon grandissait, mais il me manquait encore la pièce qui reliait son comportement à des preuves concrètes. Cette pièce est arrivée un matin où j'y ai décidé d'aller au CHU avant tout le monde. Je suis entré dans l'hôpital à 6h10, bien plus tôt que d'habitude. Le couloir était encore à moitié vide, silencieux, baigné de cette lumière froide qui rend n'importe quel endroit de soins plus cruel qu'il ne l'est déjà. En m'approchant de la chambre, j'y ai vu que la porte était entr'ouverte. Ma mère était à l'intérieur, tenant la main d'Hugo. Sa voix était basse, mais pas assez. Mon chéri, c'était une erreur. Tu dois oublier tout ça. Je me suis arrêté dans le couloir. Dans des moments comme ça, le monde devient étrange. Il n'explose pas, il ne fait pas de bruit, il se remet simplement en place avec une clarté glaciale. Je suis entré. Quelle erreur, maman? Elle s'est retournée si vite qu'elle a failli lâcher la main d'Hugo. Thomas, Quelle erreur? Aucune. Tu as mal compris. Je me suis approché. Alors, aide-moi à comprendre. Elle s'est levée lentement, essayant de retrouver sa contenance. Je voulais juste dire qu'il a traversé une épreuve difficile, qu'il a besoin de se reposer. J'y ai regardé Hugo. Il était réveillé, mais silencieux, effrayé. Mon fils avait déjà appris, beaucoup trop tôt, le poids d'un adulte qui ment dans le même espace qu'un enfant blessé. Je l'ai regardé à nouveau. Tu as parlé comme si tu savais déjà ce qu'il devait oublier. Son visage s'est durci. Tu vois des choses qui n'existent pas. J'y ai secoué la tête. Non, c'est ce que j'y ai fait pendant 2 ans. Maintenant, je commence à voir là où il y a toujours eu trop de choses cachées. Elle est restée silencieuse. Un long silence, un silence coupable. Je n'ai pas insisté sur le moment. Beaucoup auraient perdu le contrôle à cet instant. Pas moi, parce que quand l'autre personne est nerveuse, le bon silence vaut plus que 10 accusations précipitées. Elle a attrapé son sac et s'est dépêchée de sortir. Je suis resté immobile quelques secondes. Hugo m'a regardé. Papa. Je suis allé immédiatement vers lui. Tout va bien. Mamie agissait bizarrement, a-t-il dit. J'y ai passé ma main dans ses cheveux. Je sais. J'y ai fait quelque chose de mal? Cette question m'a frappé comme un coup de poing. L'enfant a failli mourir, il se réveille d'un coma, et il croit encore qu'il pourrait être responsable des mensonges des adultes qui l'entourent. Tu n'as rien fait de mal, lui ai-je dit. Ce sont eux qui t'ont fait du mal. Il a hoché la tête, mais il était clair dans ses yeux que cette phrase allait encore prendre du temps à être totalement assimilée. Plus tard ce même jour, ma mère a laissé son sac à main dans la salle des attentes lorsqu'elle est sortie précipitamment pour répondre à un appel. Je ne suis pas fier de ce que j'y ai fait ensuite, mais je n'en ai pas honte non plus. J'y ai ouvert son sac. Il y avait des reçus, des documents, un chapelet, des mouchoirs et une fine pochette pliée en 2. Je l'ai sorti. C'étaient des impressions des emails. J'y ai lu rapidement et ce fut suffisant. Un message de Chloé, s'il se souvient du collier, c'est fini pour moi. Un autre, daté de quelques jours plus tard, tu as dit qu'il n'avait pas bien vu. Et un troisième, celui qui m'a vraiment glacé le sang, je voulais juste blesser Thomas. Je voulais qu'il ressente une perte, lui aussi. J'y ai fermé les yeux une seconde. À ce moment précis, toute l'histoire a changé de dimension. Jusque-là, une partie de moi essayait encore de trouver une issue moins sordide, une version moins pourrie de la réalité, un recoin où cela pouvait encore ressembler à de l'inconscience, de la stupidité ou un coup de folie misérable. Il n'y en avait pas. Ma sœur n'a pas agressé mon fils parce qu'elle avait perdu le contrôle. Elle s'est servie de mon fils pour m'atteindre. Et cette différence change tout, car quand quelqu'un blesse un enfant par imprudence, c'est une tragédie misérable. Mais quand on utilise un enfant pour détruire un autre adulte, c'est du calcul pur et simple. J'y ai tout remis en place exactement comme c'était, sans laisser de traces. J'y ai quitté la salle des attentes et je suis allé au parking. Je suis resté dans ma voiture de longues minutes, les mains agrippées au volant, sans bouger. Les vieux souvenirs ont commencé à se réorganiser dans mon esprit. Chloé avait toujours été la fille qui cassait quelque chose et qui avait déjà une explication toute prête avant même qu'on ne lui pose la question. Ma mère parachevait toujours le travail.
Elle appelait ça de la sensibilité, une phase, un excès émotionnel, une douleur que personne ne comprenait. Dans l'enfance, c'est devenu une excuse. À l'adolescence, de la manipulation, à l'âge adulte, un danger mortel. Et moi, en tant que grand frère, j'y ai fait ce que beaucoup des hommes font quand ils veulent la paix à la maison. Je l'ai toléré assez longtemps pour que le problème grandisse sans contrôle. Cette vérité faisait mal, mais elle clarifiait aussi les choses. Le soir même, j'y ai parlé avec Camille. « As-tu des doutes sur quelqu'un » lui ai-je demandé. Elle a mis quelques secondes à répondre. « Chloé. Pas ta mère. » Je l'ai regardée, étonné. « Pourquoi ?» Parce qu'elle n'a jamais eu l'air dévastée de la bonne manière. J'y ai froncé les sourcils. De la bonne manière? Elle et ta mère ont toujours eu un pacte étrange. Isabelle protège Chloé même quand elle ne devrait pas. Et depuis que Hugo s'est réveillé, j'y ai l'impression qu'elle ne vient pas ici pour le réconforter, mais pour évaluer la situation. J'y ai hoché la tête lentement. C'était exactement ce qu'elle faisait, mesurer le danger, la mémoire, le temps, la probabilité que le mensonge survive. Le lendemain matin, il s'est passé quelque chose qui a définitivement tué mes derniers doutes. Une femme en blouse des hôpitaux est entrée dans la chambre avec un plateau et un verre de jus de fruits. Elle portait un masque chirurgical et une charlotte, et sa posture était beaucoup trop fuyante. J'y étais dans le couloir en train de finir de parler à une infirmière des médicaments des Hugo quand j'y ai vu la silhouette passer la porte. Quelque chose dans sa façon de bouger m'a arrêté. Ce n'était pas son visage, c'était le soin excessif qu'elle prenait à ne pas le montrer. J'y ai fait 2 pas vers la chambre. « Excusez-moi. » La femme s'est tournée légèrement et, pendant une seconde, son cou est apparu entre la blouse et le masque. De l'or. Un petit éclat. Une goutte. Elle est sortie précipitamment. J'y ai couru après elle, mais elle avait déjà tourné au bout du couloir. Au même moment, j'y ai entendu Hugo tousser. Je suis retourné en courant dans la chambre. Son visage était tendu, sa respiration courte, son corps réagissait mal à ce qu'il venait de boire. J'y ai hurlé pour appeler les médecins. Les infirmières se sont précipitées, ont retiré le verre et ont contrôlé la réaction allergique avant qu'elle ne s'aggrave. Mais pour moi, l'essentiel s'était déjà produit. Elle était revenue. 2 ans plus tard, elle était revenue. Il ne lui suffisait pas de l'avoir presque tuée une fois. J'y avais besoin d'en avoir la certitude absolue. J'y ai exigé de voir les enregistrements de vidéosurveillance de l'hôpital. Au début, la sécurité a résisté, et j'y ai insisté, menaçant de tout casser, jusqu'à ce qu'ils arrêtent de me faire tourner en bourrique. Quand la vidéo est apparue sur l'écran, il n'y avait plus de place pour le déni. La femme en blouse entre dans le couloir à 14h22. Elle marche vite, la tête baissée, essayant de cacher son visage. Quand elle tourne la tête une seconde, on peut voir son profil. Un peu, mais suffisamment. C'était Chloé. Ma sœur. Ma mère avait protégé, ma sœur avait menti, et la menace était toujours active. C'est là que le père blessé a disparu. À sa place, il est resté autre chose, un homme qui savait enfin sur qui braquer son arme. Je ne pouvais plus parler comme un frère. Après avoir vu les images des caméras de l'hôpital, le dernier doute est mort. La femme en blouse, masque et Charlotte qui était entrée dans la chambre de mon fils et n'était pas une suspecte anonyme. C'était Chloé. Le même collier en or, la même démarche, la même lâcheté de se cacher derrière une apparence inoffensive pour approcher un enfant. À ce moment-là, je n'ai ressenti aucune surprise. J'y avais déjà subi le choc 2 ans plus tôt, quand j'y avais trouvé mon fils gisant sur le sol de sa chambre. Ce qu'il y avait là, c'était tout autre chose, c'était de la précision chirurgicale. Je suis retourné dans la chambre des Hugo, je me suis assis près de son lit et j'y ai attendu que sa respiration se stabilise parfaitement. Il avait encore peur. Il a attrapé un de mes doigts avec sa petite main et m'a demandé à voix basse, « Elle est revenue, papa ?» J'y ai caressé ses cheveux. Elle est revenue. Ses yeux se sont remplis de terreur. Ça va recommencer. Je me suis penché et je lui ai répondu en le regardant droit dans les yeux, non. Parce que maintenant, je sais qui c'est. Et quand je sais qui menace mon fils, cette personne ne s'approche pas une deuxième fois. Il a hoché la tête lentement, et il est resté silencieux. Moi aussi, mais à l'intérieur, j'y avais déjà pris ma décision. Je n'allais pas continuer à traiter ça comme un drame familial,
un déséquilibre émotionnel, un accident, une pulsion ou une tragédie mal digérée. Ma sœur avait pris une décision d'adulte et allait devoir en répondre comme une adulte. Je suis sorti de la chambre, j'y ai appelé la police et j'y ai livré son nom, à l'heure exacte, les enregistrements, les photos de la fête des anniversaires, les emails que j'y avais photographiés et les dates des visites clandestines à l'hôpital. Sans hésiter, sans demander conseil, sans consulter personne dans la famille. Quand j'y ai raccroché, j'y ai appuyé mon dos contre le mur froid du couloir et j'y ai pris une grande inspiration. Pour la première fois en 2 ans, je ne subissais plus la situation, j'y en prenais le contrôle. Le soir même, avant que la police judiciaire n'arrive officiellement chez moi pour recueillir ma déposition complète, ma mère est apparue dans mon salon avec Chloé. Elles sont entrées ensemble. Ça voulait tout dire. Elle ne venait pas pour avouer, elle venait pour limiter les dégâts et éviter le scandale. Le visage de ma mère était baigné de larmes, sa respiration était courte, et elle adoptait la posture de quelqu'un qui croit encore que pleurer peut servir d'argument. Chloé est entrée, pâle et tendue, mais avec une attitude qui aime à révolter plus que n'importe quelle larme. Elle essayait encore de se donner le rôle de la victime. J'y ai fermé la porte derrière elle. Camille se tenait silencieusement dans le couloir. Elle n'est pas intervenue. Elle m'a juste regardé et a compris que je devais aller jusqu'au bout. Ma mère a été la première à parler. Thomas, je t'ai en prie, parlons calmement. Je suis resté debout, sans les inviter à s'asseoir, sans rien leur offrir. J'y ai été calme pendant 2 ans. Maintenant, vous allez dire la vérité. Chloé a baissé les yeux. Ma mère s'est avancée. Elle est sous le choc. Tu n'es pas obligé de faire ça de cette façon. De quelle façon? De porter plainte à la police. Quel scandale? Elle est déjà détruite. J'y ai regardé ma sœur. Détruite. Elle a fini par croiser mon regard. Tu n'as aucune idée de ce que j'y ai traversé. J'y ai fait un pas vers elle. Alors, explique-moi comment ce que tu as traversé t'a conduite jusqu'au lit d'hôpital de mon fils. Elle a pincé les lèvres. Tu as toujours tout eu. Elle l'a dit sèchement, sans trembler, sans aucune honte. Je l'ai fixée intensément. Elle a pris une grande inspiration et a commencé à exposer sa propre pourriture intérieure, comme quelqu'un qui croit encore que sa douleur personnelle réduit sa culpabilité morale. La belle maison, la famille parfaite, un fils en bonne santé, une carrière, une vie qui avançait pendant que la mienne sombrait. Tu ne t'es jamais rendu compte à quel point c'était insupportable de te regarder et de voir que tout allait bien pour toi. Je suis resté silencieux quelques secondes. C'était donc ça. C'était le cœur de l'histoire. Pas de perte de contrôle, pas de confusion, pas de remords. De l'envie. De l'envie pure, déguisée en souffrance. Alors, c'est ça, lui ai-je demandé. Tu as regardé mon fils comme s'il était une insulte à ta vie? Elle s'est irritée de mon ton. Ne déforme pas les choses. Je n'ai besoin de rien déformer. Tu le fais très bien toute seule. Ma mère a essayé de s'interposer. Thomas. Chloé est blessée. Elle n'a jamais su comment gérer ses émotions. Je me suis tourné vers elle. Blessée? Puis j'y ai pointé du doigt la direction de la chambre, l'endroit où Hugo dormait quand il était à la maison. Mon fils, lui, a été presque assassiné. Ma mère a reculé d'un pas. Chloé a croisé les bras, comme elle le faisait depuis l'adolescence quand elle voulait transformer une confrontation en victimisation. Je ne voulais pas le tuer. Ma voix est sortie très basse. Écoute-moi bien, parce que c'est peut-être la première fois de ta vie que quelqu'un va te traiter comme une adulte. Son expression a changé. Ce n'est pas seulement ce que tu voulais qui compte, c'est ce que tu as fait. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais j'y ai continué implacablement. Tu connaissais son allergie, tu connaissais le risque mortel, tu savais qu'il suffisait de très peu, tu savais que c'était un enfant, tu savais que tu étais seul avec lui dans cette pièce, tu savais tout ça, et pourtant tu as mis dans sa main exactement ce qui pouvait arrêter son cœur. Ma mère a chuchoté, « Arrête, Thomas. » Non. Je n'ai pas quitté Chloé des yeux. Tu n'as pas eu un moment d'égarement. Tu n'as pas trébuché. Tu ne t'es pas trompé des ingrédients. Tu as fait un choix. Et ce qui rend la chose pire, ce n'est pas seulement le mal que tu as fait, c'est la raison pour laquelle tu l'as fait. Elle a fait un pas en avant. Tu veux me faire passer pour un monstre? J'y étais dévasté à l'intérieur.
J'y ai secoué la tête lentement. Tu veux utiliser ta tristesse comme un maquillage moral, mais la tristesse ne transforme pas la cruauté en un accident. Elle est sais-tu. Je me suis encore rapproché. Il y a tellement de gens malheureux dans ce monde, Chloé. Tellement de gens frustrés. Tellement de gens divorcés, endettés, amers, solitaires, humiliés par leur propre vie. Et pourtant, il n'entre pas dans la chambre des un enfant pourrait s'en prendre à ce qu'il y a de plus vulnérable. Son visage s'est durci. Tu ne sais pas ce que c'est et de tout perdre. Et tu as décidé de me le faire ressentir à travers la mort de mon fils. Un silence lourd, pesant, immobile s'est abattu. Ma mère a recommencé à pleurer. Thomas, je t'ai en prie, tu es cruel avec ta sœur. Je l'ai regardé, implacable. Je me suis approché d'elle pour qu'il n'y ait aucun doute sur chacun de mes mots. La cruauté, maman, c'est un garçon de 10 ans allongé sur le sol de sa chambre, incapable de respirer. Elle s'est agrippée la poitrine. Je sais que c'était grave, mais... Il n'y a pas de mais. Ma voix s'est affermie. Et maintenant, vous allez m'écouter jusqu'à la fin. Ma mère s'est figée. J'y ai continué. Parce que tout cela n'a pas commencé le jour où elle est entrée dans la chambre des Hugo. J'y ai pointé Chloé du doigt. Ça a commencé bien avant ça. Ça a commencé à chaque fois qu'elle faisait quelque chose de mal et que tu apparaissais pour étouffer l'affaire. À chaque fois que tu disais que c'était une phase, à chaque fois que tu disais que c'était une pulsion. À chaque fois que tu as confondu un caractère abject avec une sensibilité blessée. Ma mère a secoué la tête en sanglotant. J'y essayais juste de protéger ma fille. Tu as appris à ta fille à croire qu'il y aurait toujours quelqu'un pour nettoyer ses poubelles morales. Chloé m'a foudroyé du regard. Tu as toujours adoré me juger. Tu as tort. J'y ai passé des années à te supporter. Elle sais-tu. Te juger, c'est ce que je fais maintenant. Pour la première fois. Regarde bien comment ça se passe. J'y ai baissé la voix, et c'est précisément pour cela que ça a fait plus mal. Tu as appris quelque chose de très simple quand tu étais enfant, le fait de trop ressentir te donnait la permission d'aller trop loin. Et maman était toujours derrière toi, pour traduire ton égoïsme en une noble souffrance. Thomas a lâché ma mère, offensé. Tu veux que je mente? Elle n'a pas répondu. Je n'ai pas reculé. Enfant, c'est devenu une excuse. Adolescente, c'était toujours le problème des autres. Et adulte, c'est devenu une tentative d'assassinat. Chloé a essayé de se redresser, mais elle n'avait plus le même sol sous les pieds. Tu te crois meilleur que moi? Non, ai-je répondu calmement. La différence est ailleurs. J'y ai compris que la douleur ne me donne pas le droit de blesser un innocent. Elle a soutenu mon regard, mais j'y avais atteint le point qui comptait vraiment. Tu n'as pas essayé de reconstruire ta vie, tu as essayé de contaminer la mienne. Parce que les gens des sangs, quand ils touchent le fond, essaient de remonter. Toi, tu as préféré entraîner quelqu'un d'autre dans ta chute. Chloé a halté. Je voulais juste que tu ressentes. Ne finis pas cette phrase. Elle est restée figée. Parce que tout ce que tu diras après ça ne fera qu'aggraver ce que tu es déjà. Ma mère a fait un pas en avant. Elle regrette, Thomas. Je me suis tourné vers elle immédiatement. Elle regrette? J'y ai pointé Chloé. Elle est retournée à l'hôpital. Elles se sont figées toutes les deux. Et tu veux que je croie à ses remords après l'avoir vue? 2 ans plus tard, déguisée, revenir rôder dans la chambre de mon fils? Ma mère a pâli. Chloé a détourné le regard. J'y ai été encore plus dur. Le remords essaie de réparer. Elle a essayé de finir ce qu'elle avait commencé. Le salon a plongé dans un silence si lourd qu'on pouvait entendre leurs 2 respirations. Puis ma mère a fait ce qu'elle faisait toujours. Elle a essayé de minimiser. Peut-être qu'elle a paniqué. Peut-être qu'elle voulait juste voir et s'il se souvenait, peut-être que... Je l'ai coupé net. C'est ça que tu fais. Tu prends un fait incontestable et tu le recouvres d'un brouillard émotionnel pour que personne ne voie l'étendue de la pourriture. Elle s'est mise à pleurer de plus belle. C'est ta sœur. Et il est mon petit-fils. Cette fois, je l'ai dit lentement, sans hausser le ton, sans me répéter, voulant juste que les mots atterrissent là où ils devaient atterrir. Ma mère a fermé les yeux. Chloé a encore essayé de lever sa dernière défense possible.
Tu vas détruire ce qu'il reste de cette famille. Je me suis approché tout près d'elle. Non. Tu es la détruite le jour où tu as transformé ta jalousie en un danger mortel pour un enfant. Elle a reculé. J'y ai poursuivi. Et écoute bien ceci, car personne ne te l'a jamais dit avant. Le monde ne te doit pas le pardon juste parce que ta vie a mal tourné. Un véritable adulte apprend à souffrir sans devenir une menace. Il apprend à perdre sans vouloir écraser le bonheur des autres. Il apprend à échouer sans se décharger sur quelqu'un de plus petit, de plus innocent et de plus sans défense. Sa mâchoire a tremblé. Je ne me suis pas arrêté. Tu as passé trop de temps à être traité comme quelqu'un de sensible, alors qu'en réalité, tu n'étais qu'une lâche. Ma mère a murmuré, vaincue, tu n'as pas besoin d'être aussi dur. Je l'ai regardé. Si, j'y en ai besoin. Puis j'y ai fait un geste englobant les deux femmes, car ce qui avait failli tuer mon fils n'était pas seulement la jalousie de ma sœur. J'y ai fait une pause. C'était aussi le bouclier que tu as dressé autour de cette jalousie. Aucune des deux n'a répondu. Et c'est à ce moment-là que j'y ai su que, pour la première fois de ma vie, elles avaient toutes les deux compris qu'il n'y avait plus de place pour la négociation. Pas de supplication, pas de pardon automatique, pas de lien du sang utilisé comme bouclier des impunités. À cet instant, je ne parlais plus en tant que frère ou fils. Je parlais en tant que père, et aucun père ne négocie avec celle qui a failli enterrer son enfant. Quelques minutes plus tard, la sonnette a retenti. La police. 2 officiers en civil de la brigade criminelle sont entrés, se sont identifiés et ont demandé à Chloé de les suivre pour la placer en garde à vue. Elle a regardé ma mère, espérant une intervention, un miracle domestique, une autorité émotionnelle qui annulerait le poids de ce qu'elle avait fait. Mais c'était fini. Cette fois, il n'y avait pas assez de câlins dans le monde pour la libérer des conséquences. Avant de passer la porte, elle m'a lancé un regard plein de ressentiment. « Tu ne me pardonneras jamais. » Je lui ai répondu sans bouger un muscle. Certaines choses n'ont pas été faites pour être pardonnées rapidement, mais pour être punies en conséquence. Elle a baissé les yeux. Ma mère a encore essayé de toucher mon bras. J'y ai reculé. Thomas, je ne suis pas seulement ta mère. Tu aurais dû agir comme une grand-mère. Elle s'est remise à pleurer, mais cette fois, cela n'a eu aucun effet sur moi, car j'y avais compris une vérité simple et cruelle. Il y a des larmes qui naissent de l'amour, et il y a des larmes qui naissent quand la protection s'effondre et que l'heure des comptes a sonné. Au procès, la défense a utilisé ses tactiques habituelles. L'avocat a parlé des effondrements émotionnels, de fragilité psychologique, de pertes accumulées, de souffrances. Aucun de ces mots n'a changé le fait central. Mon fils avait 10 ans. Elle était une femme adulte. Il avait confiance en elle. Elle a utilisé cette confiance pour tenter de le tuer. Les images de la vidéosurveillance de l'hôpital ont verrouillé toute issue possible. Les photos de la fête, les emails, le pendentif en or, tout s'est mis en place comme une machine sale qui a finalement été démontée devant tout le monde. Chloé a été condamnée à de la prison ferme. Ma mère n'a pas reçu la punition pénale que je considérais juste, car il n'y avait pas assez de preuves directes de sa complicité active pour aller plus loin, mais elle a perdu quelque chose qui, pour des gens comme elle, pèse presque autant qu'une condamnation. Elle a perdu sa place au sein de la famille, elle a perdu son autorité morale, elle a perdu le droit de demander de l'indulgence alors qu'elle avait choisi le silence coupable. Quand tout fut terminé, je suis rentré chez moi, épuisé. Camille était dans la cuisine. Elle n'a rien dit, elle a juste posé une main sur mon épaule. Parfois, l'amour mature comprend qu'il y a des jours où un homme n'a pas besoin de conseils, juste de paix. Plus tard, je suis allé dans la chambre des Hugo. Il dormait sur le côté, serrant contre lui le dinosaure en peluche que je lui avais apporté à l'hôpital des mois auparavant. Je suis resté à le regarder un long moment. Une respiration calme, une belle couleur sur ses joues, sa poitrine qui se soulevait et s'abaissait. Vivant. La chose la plus commune au monde est, pour moi, la plus précieuse. Je me suis assis au bord du lit et je lui ai parlé doucement, même si je savais qu'il dormait déjà. J'y ai échoué à te protéger ce jour-là. J'y ai fait une pause. Mais je ne te ferai plus jamais défaut. Il a légèrement bougé sans se réveiller. Je suis resté là plusieurs minutes en silence. Pas un silence des impuissances, un silence de promesses. Aujourd'hui, quand je repense à tout ça, je ne pense pas des abords au tribunal, à la prison ou au scandale.
Je pense au moment précis où j'y ai compris quelque chose que beaucoup des hommes mettent trop de temps à accepter. Toutes les menaces ne viennent pas de l'extérieur. Parfois, la menace est s'assoit à votre table, vous appelle par votre surnom des enfances, embrasse votre fils à Noël, et sourit. Comme si l'amour et le poison ne pouvaient pas coexister dans le même geste sans laisser de traces. Ils le peuvent. Et c'est pourquoi aucun homme ne devrait renoncer à sa capacité à lire le danger simplement parce que le visage du danger lui est familier. Les liens du sang ne suffisent pas, l'histoire partagée ne suffit pas, les larmes ne suffisent pas, le discours de victimisation ne suffit pas. Au final, la vraie famille n'est pas celle qui exige le pardon pour sauver les apparences. La famille, c'est celle qui protège l'enfant avant le coupable. Je l'ai appris tard, mais je l'ai appris à temps.